Martin Stein était assis dans sa voiture, attendant impatiemment un mouvement. Il entendit bientôt un bruit métallique indiquant la libération des vérins hydrauliques maintenant les portes du ferry fermées, puis, accompagné de grincements et de gémissements, il vit une fissure apparaître dans la cloison avant du navire. Il observa l'ouverture de la proue et la descente de la rampe, puis il dut attendre son tour pour glisser sur le sol sec, suivi d'un long périple à travers les douanes avant de pouvoir dire honnêtement qu'il était de retour en Angleterre. Il entra dans la zone de contrôle des douanes et abaissa la vitre, l'air froid de la nuit lui fouettant le visage. « Avez-vous quelque chose à déclarer ?» demanda l'uniforme à l'homme prenant le passeport de Martin. « J'ai des cigarettes et de l'alcool, » répondit Martin, « mais je n'étais qu'en Hollande, donc je les ai achetées là-bas. Pourriez-vous venir par là, monsieur Stein ? Nous aimerions inspecter votre voiture, » dit l'agent des douanes en désignant le parking vide. Martin Stein n'en croyait pas ses yeux, il avait fait ce voyage de nombreuses fois et n'avait jamais été arrêté auparavant. Agacé par ce contretemps, grognant entre ses dents, il se dirigea vers l'endroit indiqué, ferma la fenêtre et commença à attendre. Près de 15 minutes s'écoulèrent et Martin réfléchit à la sagesse d'utiliser le ferry et la voiture plutôt que l'option plus rapide et plus facile de l'avion. De l'alcool et des cigarettes, rien que ça. Il pouvait gagner de l'argent sur l'alcool et les cigarettes, mais si les douanes confisquaient la cargaison, cela effacerait ses bénéfices des 3 derniers mois. Mince, marmonna-t-il. Mince, mince, mince. Ses reproches furent interrompus par un coup sur la fenêtre. « Monsieur Stein, pourriez-vous me suivre ?» dit un homme grand vêtu d'un costume marron légèrement froissé. Martin savait que ce n'était pas une demande. Il sortit de la voiture, la verrouilla et suivit l'homme. Il fut conduit dans un grand bâtiment, à travers plusieurs couloirs et 2 volets d'escalier, avant d'être enfin conduit dans une pièce. « Pourriez-vous attendre ici 1 minute, monsieur ?» Encore une fois, pas de question. Martin entra dans la pièce. Elle était meublée d'une table en métal avec un dessus en formica montrant des signes d'années d'utilisation. 2 chaises avec le même piétement en métal se trouvaient de part et d'autre de la table. Martin s'assit sur celle qui était la plus éloignée de la porte et l'observa. Enfin, la porte s'ouvrit et l'homme qui l'avait conduit revint. Il portait un grand dossier et un sac pour ordinateur portable. « Monsieur Stein, puis-je vous appeler Martin ?» dit-il sans attendre de réponse. « Parfait, vous venez de rentrer de Hollande, n'est-ce pas ?» Encore une fois, sans attendre de réponse, il continua. « Là-bas, vous êtes allé à Amsterdam, où vous avez rencontré monsieur Eric van der Wers, à qui vous avez remis 2 millions de livres de diamants. » Il regarda intensément Martin en parlant et la couleur commença à disparaître du visage de Martin à la mention d'Amsterdam, son visage devenant complètement cendré à la mention précise des diamants. Martin resta silencieux, essayant de comprendre ce qui se passait. Il savait qu'il faisait quelque chose de suspect, a toujours supposé qu'il pourrait dire qu'il ne savait pas qu'il était un coursier de diamants illégaux, bien que maintenant que cela était affirmé, il ne pouvait y avoir aucun doute. Il aurait été stupide de ne pas savoir ce qu'il transportait. Il avait soupçonné la première fois et la deuxième fois qu'il avait ouvert la serrure à combinaison de l'étui qu'il transportait pour la première fois. Il le faisait à chaque fois après cela, principalement pour s'occuper lors de longues traversées en ferry, rêvant du jour où il aurait le courage de s'enfuir. Il mit cela de côté et pesa sa situation actuelle. Il n'a pas été arrêté ni inculpé et l'homme en costume n'a pas donné son nom. Martin savait que quelque chose n'allait pas, alors il resta assis là et attendit que l'autre homme parle à nouveau. Alors que la couleur revenait sur le visage de Martin Stein, l'inspecteur Gray l'observait. « Maintenant, monsieur Stein-Martin, je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. » Il regarda Martin, évaluant la perplexité sur son visage. « Comme vous l'avez peut-être deviné, je suis en train d'enquêter sur votre employeur et je sais, avant que vous ne commenciez à avoir l'air stupide, je ne parle pas de Charles et Curtis Chiswick, pour qui vous travaillez en tant que comptable. Je parle bien sûr de monsieur François, maquilleur, monsieur Pisgrim en personne, celui pour qui vous exécutez des missions, celui à qui vos employeurs vous confient. » Martin pâlit à nouveau et baissa la tête en signe de défaite. « Si, comme je le suppose, vous pouvez m'éclairer et m'aider dans mon enquête, je suis chargé de vous offrir une porte de sortie. » Martin releva la tête et regarda l'inspecteur, surpris de voir de l'inquiétude sur son visage. « Je vous propose la protection des témoins si vous témoignez au nom de la couronne. » « Oui, comme vous l'avez fait avec Derek Bennett, cela l'a beaucoup aidé, »
n'est-ce pas? Martin s'écria, parlant pour la première fois depuis son entrée dans le bâtiment. Pourquoi ne me tabassez-vous pas simplement? Nous pensions en fait à vous faire sauter, suggéra le policier. Si Martin était perplexe auparavant, maintenant son visage ne pouvait être décrit que comme stupéfait. Bien sûr, si vous refusez, nous vous arrêterons la prochaine fois que vous irez à Amsterdam, ou même pire pour vous, votre adjoint. Martin frissonna physiquement à cette pensée. Il savait qu'il était en difficulté. S'il ne dit rien, au mieux il sera arrêté pour transport illégal de marchandises, et puis, lorsque la prochaine cargaison sera interceptée, des rumeurs circuleront selon lesquelles il est un informateur. S'il va voir Grimm, il le fera probablement taire, et puis quand le prochain gars se fera prendre, qui accusera Grimm de son meurtre. Il ne restait que deux options. Accepter leur offre ou fuir. Fuir sera difficile. Il devra convaincre Angie de s'enfuir avec lui. Ils auront besoin de nouvelles identités. Cela pourrait être fait. Il en avait assez fait pour Grimm pour savoir où acheter les documents, mais à quoi bon? Grimm découvrira facilement son nouveau nom auprès de ceux qui ont fourni les documents. Martin s'affaissa sur sa chaise. Il n'avait pas de sortie, pas de salut. Il était profondément dans la mer de sans rame. Voyant sa défaite, l'inspecteur continua. Il expliqua la procédure de protection des témoins et Martin écouta attentivement. Martin posa plusieurs questions et fut déçu par les réponses. Il n'était pas sûr que tout se passerait comme on lui avait dit, mais l'inspecteur avait une réponse à chaque question qu'il posait. Martin posa alors une question qui changea sa perspective sur toute l'expérience. « Alors, où allons-nous, Angie et moi ?» demanda-t-il innocemment. L'inspecteur le regarda avec surprise. « Avant de me décider, je dois en discuter avec elle, et nous devrons nous mettre d'accord sur l'endroit où nous irons. Je sais que tu as dit que nous ne pouvons pas savoir où nous irons, mais je dois quand même m'assurer que c'est bien pour elle. » Martin parla avec précaution. « Tu ne peux pas être sérieux. C'est la dernière personne qui a besoin de savoir où tu es, s'exclama Gray. Martin le regarda avec perplexité. « Tu ne sais pas ?» demanda l'inspecteur. Martin secoua lentement la tête. « Attends ici, » dit Gray en quittant la pièce. Il revint en portant des feuilles de papier imprimées et les remit à Martin. « Signe ceci et je te montrerai quelque chose. » Martin lut attentivement les documents, en signa un, et rendit l'autre sans signature. « La date est incorrecte, de plus de 3 mois, c'est janvier de l'année dernière, expliqua-t-il. L'inspecteur parut agacé. « Signe simplement s'il te plaît. » Martin ne bougea pas. « Écoute, nous avons des ordres de la cour pour mettre sur écoute les téléphones et placer des micros dans presque chaque maison, bâtiment et entreprise avec lesquels M. François Grimard est associé. Cependant, tout ce que nous apprenons de ces sources le présente comme un citoyen exemplaire. Je sais qu'il verse des pots de vin à quelqu'un pour entraver l'enquête. » Martin resta silencieux. « Nous avons découvert qu'il te manipule pour bien plus que de la simple comptabilité, et je viens de commencer à remplir les formulaires pour obtenir une autorisation judiciaire pour placer des micros chez toi. C'est là que j'ai réalisé que j'avais besoin d'une autre façon d'obtenir des informations. » Sa voix baissa jusqu'à un chuchotement. « J'ai enfreint la loi, engagé un détective privé douteux pour placer des micros chez toi à partir de la date sur le formulaire. Je pensais que s'il ne savait pas qu'il était sur écoute, il pourrait dire quelque chose. J'avais raison, il gère pratiquement son entreprise illégale depuis ta maison et 2 autres femmes stupides. » Martin fut à la fois intrigué et effrayé par ce qu'il entendait. « Continue. J'ai besoin que tu signes ce contrat, cela rend pratiquement tout légal, » dit Gray, en poussant les papiers vers lui. Martin ne bougea pas pour les signer. « Nous, ou plutôt moi, avons appris beaucoup de choses, des choses sur François, son entreprise, ta femme, et bien sûr sur toi Martin. » Le visage de Martin rougit, il était à la fois en colère et honteux. En colère contre l'intrusion dans sa vie privée, honteux car il savait ce qui s'était passé ces 6 derniers mois dans son mariage. « Quand as-tu fait l'amour à ta femme pour la dernière fois, Martin ? On dirait que tu le sais déjà, » répondit-il avec indignation. « Il y a 1 semaine, un lundi, la dernière fois que je suis rentré de l'étranger. En fait, c'est devenu la norme pour ta vie sexuelle depuis que nous avons placé des micros chez toi. Tu as des problèmes ? Pourquoi penses-tu que c'est le cas ? » marmonna Martin, « Elle pense que je couche avec des prostituées. Qui penses-tu qui lui a dit cela ?
Martin haussa les épaules et marmonna de nouveau. Je ne sais pas, une idée stupide qui lui est venue à l'esprit. Tu n'as vraiment aucune idée, n'est-ce pas? Gray a frappé sa main sur des documents non signés. Il suffit de les signer. Martin a sursauté au bruit soudain, mais n'a toujours pas bougé pour signer. Ta femme a-t-elle couché avec Monsieur Pré-François avant que tu rentres, à chaque fois que tu étais absent? Lorsque la réalisation de ce qu'on venait de dire à Martin l'a frappé, la couleur a de nouveau quitté son visage, et il s'est penché pour le saisir. L'inspecteur Gray l'a regardé. Il n'était pas dégoûté ni par lui ni par la scène. Martin a vomi et vomi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans son estomac et que ses spasmes continuent. Gray l'a laissé finir et rassembler ses pensées, revenant avec un seau et une serpillière, il a nettoyé le désordre, puis a apporté des lingettes et du désinfectant et a aidé Martin à nettoyer. Ensuite, il a apporté un verre d'eau et des formulaires en double, Martin a pris les deux, a bu un peu d'eau et a signé les formulaires. Quand devrais-tu rentrer ce soir? Demanda Gray tout en faisant quelque chose sur son ordinateur portable. Des voix en provenaient. Regardant sa montre, Martin a répondu, dans environ une demi-heure. Voici une diffusion en direct de chez toi, je m'excuse, Gray a dit en retournant l'ordinateur portable et en le plaçant sur la table devant Martin. Tu peux contrôler la caméra en utilisant le pavé tactile et zoomer avec les boutons plus et moins. À l'écran, Martin a reconnu sa chambre à coucher et ses deux occupants. L'un était François Grimard, l'autre était sa chère femme Angie. L'estomac de Martin a commencé à se contracter à nouveau, mais il ne pouvait pas détacher les yeux de l'écran. Un autre jour, avec un sujet différent, Martin aurait été impressionné par la clarté de l'image HD. Aujourd'hui, il ne ressentait que du dégoût. Sa curiosité a remplacé le dégoût et la douleur. Alors, ton mari ne t'a pas touché depuis combien de temps? Presque un an? La voix de François a retenti à travers le haut-parleur. Ce sera 8 mois mardi prochain, a dit Angie en riant. François s'est éloigné d'elle et a commencé à s'habiller. Je le renverrai à Amsterdam vendredi pour une semaine, je veillerai à ce qu'il soit parti tout le week-end, je veux que tu divertisses quelques-uns de mes amis pendant son absence. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix. Angie n'a pas répondu immédiatement. Mais Frankie, ce que je ressens pour toi est spécial. Je pensais que tu voulais être le seul avec moi. C'est pourquoi tu m'as dit d'arrêter de coucher avec Martin. J'ai dit que je veux que tu divertisses mes amis. Cette fois, il y avait une menace dans sa voix. Tout pour toi, Frankie, tu le sais, c'est juste. C'est bien, a-t-il dit en riant en nouant sa cravate. Avec ces mots, il s'est retourné et est parti. Martin a remarqué qu'une autre caméra était visible dans la petite fenêtre en haut à gauche de l'écran, suivant Frankie qui sortait. Il était clair d'après l'expression sur le visage de sa femme qu'elle n'aimait pas les ordres. « Je suis vraiment désolé pour ça, a dit l'inspecteur Gray. Aucun homme ne mérite ça. Pourquoi a-t-il ajouté cela? Il ne le savait lui-même. Martin a réalisé qu'il essayait de le soutenir. Tout, Martin a réussi. Peu importe ce dont tu as besoin, fais-moi juste sortir d'ici. Gray a compris qu'il se sentait mal de lui avoir montré la vérité. Mais il avait besoin de Martin pour s'opposer à François Grimard. Martin tremblait de colère. Il aimait Angie. Il l'aimait jusqu'à ce qu'il voie ce qui s'était passé. Maintenant, cet amour avait été remplacé par la haine, une telle haine qu'il n'avait jamais connue auparavant. D'abord, je dois savoir que tu pourras rentrer chez toi et continuer comme si de rien n'était, Gray a dit. Après ce que je viens de voir, il n'y a aucun moyen, mais non, je ne mentionnerai pas notre petite conversation, je ne dirai rien. Tu sais que ta vie dépend probablement de cela, n'est-ce pas? Il a déclaré, puis a demandé. Tu n'auras pas besoin de rapporter? Martin a secoué la tête. Ne t'en fais pas pour moi, en ce moment je me fiche de vivre ou mourir, je ne me soucie que d'une chose, me venger de ce salaud et de ce traître que j'ai épousé. Eh bien, tant que tu peux garder ça pour toi, tu mourras probablement en essayant de t'échapper en Hollande, tu seras ensuite gardé sous surveillance jusqu'à la fin du procès, après quoi tu seras préparé pour une nouvelle vie. Martin a acquiescé et a demandé, puis-je partir? L'inspecteur Gray a réfléchi un moment. Oui, mais tu dois trouver une excuse plausible pour ton retard, a-t-il dit en hochant la tête avant de quitter la pièce. Oui, je pensais qu'un retard aux douanes serait bien, a répondu Martin en sortant de la pièce. Oui, un arrêt si long, il a marqué une pause pour les faits. Et pourtant tu l'as traversé avec ton alcool et tes cigarettes,
a dit l'inspecteur, son allusion n'a pas échappé à Martin. Martin s'est arrêté. Quoi? Tu m'as retenu pendant 2 heures, tu as ruiné mon mariage et ma vie, et maintenant tu veux prendre mes biens légitimes, a-t-il crié. C'est tout pour le bien commun, je t'assure, Gray a souri d'un sourire prédateur. Le reste de la marche jusqu'à la voiture de Martin s'est déroulé en silence. Martin a été choqué de trouver sa voiture vide, ses vêtements et autres affaires soigneusement empilés à côté du coffre. Sa contrebande était soigneusement empilée sur un chariot à côté d'eux. Désolé, c'est tout pour l'apparence, nous pensons que tu n'as pas d'escorte, mais nous ne pouvons toujours pas en être sûrs, a expliqué Gray. Martin a ramassé ses vêtements, les a jetés dans la valise et a ouvert le coffre pour les y mettre. À bientôt, a suggéré l'inspecteur. Va te faire foutre, a répondu Martin en montant dans la voiture. Il n'a même pas allumé une cigarette avant de partir. Nous te surveillerons chez toi, mais nous ne pourrons pas être avec toi partout, bonne chance, a dit Gray, essayant de montrer son soutien, sachant que la semaine et demie à venir serait très difficile pour lui. Martin est parti, il était en colère. Il était en colère contre tout. Sa vie, sa femme, le retard, Monsieur Terzfranchi et, comme il le voyait, ce flic voleur. Il n'a pas fait attention à la vitesse en rentrant chez lui, à quoi bon? Il sera mort dans 10 jours. 1 heure plus tard, il est arrivé dans son allée, le crissement habituellement apaisant des graviers sous ses pneus ne faisait qu'alimenter sa colère. Il a coupé le moteur et est resté quelques instants, rassemblant ses pensées, avant de sortir et de prendre sa valise. Il a verrouillé la voiture et a pris une grande inspiration en se dirigeant vers l'intérieur. « Hé, chérie, tu es plus en retard que ce que j'attendais. » Sa voix était froide. Martin la regarda, se rappelant des instructions de Gray pour agir normalement. « Je t'ai dit que tu es en retard, dit-elle, sa voix prenant le ton d'une enseignante rapportant des élèves. « Ouais, j'ai bien entendu. Merci de souligner l'évidence, répliqua-t-il. J'ai été retenu à la douane, si tu te demandes, et ces salauds m'ont volé. Pas besoin de me parler comme ça. N'est-ce pas? Eh bien, laisse-moi te dire, ma chérie, j'en ai marre de tout ça. » Il criait presque maintenant, levant sa main au-dessus de sa tête. « J'en ai assez de ce voyage entier, de ces foutues douanes, et surtout, j'en ai marre de toutes ces accusations de ta part pour tout ce qui se passe. Tu m'accuses constamment de tromperie, alors écoute et écoute bien. La dernière prostituée avec qui j'ai couché, c'était toi, et c'était il y a bien longtemps. Et maintenant, qu'est-ce qu'on mange ce soir? » Les yeux d'Angie s'élargirent de surprise. Martin ne lui avait jamais crié dessus, n'avait jamais élevé la voix, et encore moins ne lui avait jamais lancé de jurons. « Il y a une salade dans le réfrigérateur. »« Encore une chose dont j'en ai marre, » dit-il en se dirigeant vers la cuisine. Il ouvrit brusquement la porte du réfrigérateur, sortit la salade et, toujours dans l'assiette, la jeta à la poubelle. Il se tourna vers elle. « Maintenant, prépare-moi quelque chose de normal. »« Je ne le ferai pas, » répliqua-t-elle. « En fait, je ne ferai rien pour toi tant que tu ne t'excuseras pas. » Il la frappa. « Maintenant, salope, prépare-moi quelque chose à manger ou sors de chez moi tout de suite. Je t'ai dit que j'en avais marre de tout, et l'une des choses dont j'en ai marre, c'est ton attitude envers moi. » Se frottant encore la joue, elle savait qu'il était sérieux et commença à s'agiter, regardant dans le congélateur. Elle trouva très peu de choses qui pouvaient être rapidement cuisinées. « Et des œufs au bacon et du boudin noir ?» sanglota-t-elle, maintenant effrayée par cet homme. Son mari qui était entré par la porte il y a 15 minutes, l'homme qu'elle croyait connaître, l'homme qu'elle commençait soudainement à aimer un peu plus qu'avant. « Ouais, mais pas de foutue salade, d'accord. » Angie hocha la tête, essuyant les larmes de son poignet. Martin se servit un grand verre de whisky et retourna à la cuisine. Angie décongelait un paquet de bacon dans l'eau. « Peut-être des frites et des tomates frites ?» demanda-t-elle. « Ce sera merveilleux, » répondit-il en s'asseyant avec le journal. « En plus des tomates, je préfère les haricots. » Angie ne lui répondit pas, essayant de ne pas pleurer. Habituellement, ça se passait différemment. Aujourd'hui, elle savait que ça ne serait pas le cas, et une partie d'elle en était contente, une partie d'elle aimait ce nouveau côté de Martin. Elle alluma la friteuse et commença à éplucher les pommes de terre pour les frites pendant qu'elle chauffait. Martin savourait bientôt son petit déjeuner de frites doublement frites et de 2 larges tranches de pain généreusement beurré. Il adorait le boudin noir et avait appris à le faire de son père,
un boucher. Il n'aimait pas les produits industriels, alors il les fabriquait lui-même et avait quelques clients réguliers. Il achetait un gallon de sang frais environ toutes les 5 semaines à son vieil ami d'école Graham, qui possédait une ferme porcine. Merci, chérie. C'est probablement le meilleur repas que tu m'aies cuisiné depuis les 6 derniers mois, dit-il en posant son couteau et sa fourchette sur son assiette. Maintenant, monte à l'étage et prends une douche. Il est temps que tu recommences à agir comme ma femme, dit-il joyeusement, toute trace de colère ayant disparu de sa voix. Il remarqua comment ses yeux se posèrent furtivement sur son sac à main et le rougissement de ses joues. Il remarqua également qu'elle ne fit aucun geste pour le prendre en s'éloignant. J'aurais dû faire ça il y a des mois, pensa-t-il, et la suivit à l'étage 20 minutes plus tard. Ils firent l'amour. Elle commença à se demander pourquoi elle s'était impliquée avec François en premier lieu. Oui, les premières rencontres étaient excitantes, enfreindre les règles, la contrefaçon, la clandestinité et le danger, oui, le danger. C'était l'attrait de François Grimard et elle serait menteuse si elle n'admettait pas que sa noirceur ajoutait à l'expérience, mais elle était une idiote. Il était trop dangereux et pour la première fois depuis presque un an, elle réalisa qu'elle était allée trop loin. Ce qui avait commencé comme une aventure et au moins pour elle s'était transformé en une liaison, une romance qu'il avait maintenant condamnée. Elle réalisait qu'elle n'était pas seulement une femme de petite vertu pour son amant, il allait la transformer en une vraie femme de comportement facile. Combien de temps, se demandait-elle, avant qu'elle ne commence littéralement à travailler à l'extérieur. Alors que ses pensées revenaient à ce que François l'avait forcée à faire à son mari, elle se figea, l'horreur et la colère de ses actions la remplissant de honte en regardant son visage dans le miroir. Elle se regarda dans le miroir, le temps l'avait traitée favorablement, elle se considérait toujours belle. Maintenant, le visage qui la regardait lui semblait laid et dépravé. Martin partit travailler, satisfait physiquement pour la première fois depuis presque un an. En sortant pour se rendre à sa voiture, il se souvint qu'il devait se retenir. Il devait maintenir l'apparence de dépression qui avait dominé ses pensées depuis si longtemps. Il devait maintenir l'apparence d'un mari déprimé faisant tout pour reconstruire sa vie. En se rendant au travail, il pensait à ce qu'il avait autrefois, comment cela avait été ruiné par sa femme infidèle et ce maquilleur fourbe, manipulateur, François. Au moment d'arriver au bureau, la colère qu'il avait ressentie la veille était revenue, donnant à son visage une expression de colère abattue. Le poids de ses actions pour l'avenir immédiat pesait lourdement sur ses épaules. Seuls ceux qui le connaissaient bien pouvaient remarquer la différence, pour les autres, il était toujours le même homme triste et en colère, affaissé, essayant de se cacher de sa propre insignifiance. Peu avant midi, Charles Chizik lui posa une question sur le retard au port. Si Martin ne savait pas ce qu'il savait maintenant, il se serait demandé pourquoi il s'intéressait et comment il le savait. Il se demandait toujours comment il le savait. En retournant à son bureau, Martin y réfléchit, voyant qu'il y avait plusieurs possibilités. La première et la plus probable est que sa bien-aimée femme ait tout raconté à son cher Francky. Deuxième et troisième, soit sa voiture soit sa maison étaient équipées de surveillance électronique en plus de celle qu'il connaissait déjà. Soit lui soit sa maison était sur écoute ou ce maudit flic avait une taupe dans son service. Son sang se glaça à cette dernière idée, s'il en était ainsi, il était pratiquement mort. Lorsque cette pensée lui vint à l'esprit, elle ne le quitta pas. Pourquoi n'avait-il pas obtenu un numéro pour contacter ce flic? Bon sang, je pourrais au moins demander le nom, pensa-t-il. Il trouva quelques idées pour se calmer, mais l'idée de la taupe était une qu'il ne pouvait résoudre. Peu importe si c'était vrai ou non. Chaque fois que la porte claqua, chaque bruit fort ou voix faisait sursauter Martin. En rentrant chez lui le soir, il s'attendait à ce qu'un tueur surgisse à chaque feu rouge. Il voyait un pistolet dans chaque voiture qui passait. Il ne se sentait même pas en sécurité quand une voiture de police passait. Il rentra chez lui sans incident, mais était toujours rempli d'anxiété en franchissant le seuil et en refermant la porte derrière lui. Pour la première fois depuis des années, Angie l'accueillit avec passion. Quelque chose sent délicieusement bon. Qu'avons-nous au dîner? Ouah, pourquoi es-tu? Ah, tarte à la bière et steak, purée, légumes et sauce. Il vit ses yeux s'embuer avant qu'elle ne le lâche et ne monte précipitamment à l'étage. Martin sentit également une larme monter en lui. Il se sentit également perplexe, peut-être avait-elle changé d'avis. Es-tu revenu vers lui? Devrait-il essayer de l'emmener avec lui lors de son prochain et dernier voyage en Europe?
Il leva les yeux vers l'escalier, pensant à aller vers elle, mais la pensée de son maquilleur refit surface, ramenant avec elle les souvenirs de comment elle l'avait repoussé, la connaissance de ce qu'elle l'avait fait faire. La nourriture sentait délicieusement bon, mais il perdit l'appétit. Il entra dans le salon, se versa un whisky et alluma la télévision. Il l'entendit redescendre et commencer à cuisiner dans la cuisine. Il s'assit devant la télévision, ne la regardant pas vraiment mais ayant un semblant de concentration. Il alluma une cigarette et passa en revue dans sa tête ce qu'on lui avait dit sur comment se comporter à la maison. De toute façon, il aimait le changement et il aimait aussi l'accueil qu'il avait reçu. Il y pensa jusqu'à ce qu'elle l'appelle pour dîner. Il se servit un autre whisky avant de la rejoindre dans la cuisine. Un de ses plats préférés qu'elle ne lui avait pas cuisiné depuis au moins 2 ans, il se sentit triste en regardant la nourriture devant lui. Il se sentit en colère, réalisant que tant de temps s'était écoulé, les discordes dans leur mariage auraient dû commencer depuis longtemps. Ses papilles explosèrent de plaisir en mâchant la première bouchée, c'était meilleur qu'il ne se souvenait où elle s'était surpassée. « Tout va bien chérie ?» demanda-t-elle, voyant le malaise sur son visage. Il finit de mâcher et avala avant de répondre. « Très savoureux chérie, on dirait que cela fait une éternité que tu nous as cuisiné ça. Désolé pour ce qui s'est passé plus tôt, je n'ai pas voulu te rejeter, j'ai juste été un peu surpris. Cela fait longtemps que tu ne m'as pas accueilli ainsi en rentrant du travail. » « Non, je n'ai pas été surpris. Juste pris au dépourvu. Peut-être qu'on pourrait essayer à nouveau après le dîner. » Son visage s'illumina. Encore une fois, Martin pensa tristement, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu un tel sourire sur son visage. Cette soirée lui rappelait certaines raisons pour lesquelles il l'avait épousée. « Qu'as-tu fait aujourd'hui ?» lui demanda-t-il. « Rien de spécial, un peu de shopping, du ménage, préparer le dîner, répondit-elle. « Et c'est tout ? Tu n'es allé voir personne ? Personne n'est venu ? Insista-t-il. « Non. Oh, j'ai parlé à Charlotte au téléphone, dit-elle. » Oui, Martin pensa que Charlotte travaillait pour Grimm, il ne connaissait pas son poste officiel, mais il soupçonnait qu'elle était l'une de ces femmes faciles, la plupart, sinon toutes les femmes travaillant pour lui étaient ainsi. Elle a probablement informé Grimm de son retard. Elle a dit que son patron François Grimard avait une ouverture, j'ai pensé postuler, elle a promis de dire du bien de moi. L'esprit de Martin travaillait, d'un côté, il ne voulait pas que sa femme travaille pour ce salaud, d'un autre côté, elle méritait tout ce qu'il attendait. Mais pourquoi ce salaud devrait-il obtenir ce qu'il veut ? Ayant pris sa décision, il parla, veillant à ne rien dire de mal sur Grimm qui pourrait lui retomber dessus. On n'a pas besoin que tu travailles, on peut s'en sortir. Je préférerais que tout reste comme c'est. Tu t'occupes de la maison et de moi, et je vais travailler, cela me satisfait en tant qu'homme. » Son sourire ne s'est pas estompé, au contraire, il a remarqué un soulagement fugace sur son visage. Charlotte a juste dit qu'il payait bien et qu'il était un bon patron, elle a expliqué. Tu pourrais arrêter de conduire, on pourrait avoir plus de temps ensemble, retrouver notre relation telle qu'elle était. J'en doute, grogna-t-il, perdant le contrôle pendant une seconde. L'ayant retrouvé, il continua et mentit. Je veux dire, il faudrait quelques mois pour former quelqu'un sur les tenants et aboutissants de ce que je fais en Europe, en plus j'attendais l'annonce officielle, mais je pourrais être promu bientôt. Oh, elle a crié, en courant vers lui. Mon homme intelligent, montons à l'étage et je te féliciterai comme il se doit. Il hocha la tête et la suivit à l'étage dans leur chambre. Angie a grimacé quand Martin a éteint le réveil. Il a regardé son corps endormi et a vu que son sommeil n'était pas paisible. D'accord, pensa-t-il, en balançant ses jambes hors du lit. Il se plongea dans son travail, essayant d'ignorer les pensées non désirées qui l'assaillaient constamment. Parfois, il abandonnait et se rassoyait sur sa chaise, essayant de donner un sens à tout cela, pesant le pour et le contre de sa situation. Le problème était qu'il voyait très peu de points positifs et une énorme liste de points négatifs. Il pensait qu'ils avaient une bonne vie, pensait qu'elle lui était aussi dévouée qu'il l'était pour elle. Il l'aimait, peut-être l'aimait-il encore. Il aimait certainement la femme qu'il croyait avoir, mais il détestait ce qu'elle était devenue. Il pourrait même envisager de pardonner son infidélité, surtout si une nouvelle version améliorée d'elle l'attendait dans le futur. Mais il ne pouvait pas pardonner ses actions dégoûtantes. Il détestait la salope dégoûtante qu'elle était devenue pour un autre homme.
Ce n'était pas la femme dont il était tombé amoureux, ni celle qu'il avait épousée. Il se sentait mal. Quand il se souvint de ce qu'il lui avait montré aux douanes, il vomit dans la poubelle. Il était encore en train de vomir lorsque Curtis entra dans son bureau. Se sentant mal, Martin demanda sans aucun intérêt. « Tu as mangé quelque chose de mauvais ?» Si le visage de Martin n'avait pas été dans le seau, il aurait vu le sourire malveillant sur le visage de son patron et aurait réalisé qu'il était au courant de son humiliation. Cependant, le sens de son commentaire n'était pas perdu pour la cible de la raillerie. Martin se remit à vomir, décidant que simplement mourir ne suffisait pas. « Désolé, je ne me sens pas bien, » dit Martin, se demandant pourquoi il s'excusait. « Excusez-moi, je reviens dans une minute. » Martin quitta le bureau, se dirigeant vers les toilettes. Il se nettoya et, après s'être rincé la bouche, décida de partir. Il prendrait le reste de la semaine de congé. Maintenant, il n'avait plus de raison de s'inquiéter de garder son emploi, il allait officiellement mourir dans une semaine. « Tu te sens mieux ?» demanda Curtis lorsque Martin revint au bureau. « Pas vraiment, je pense que je vais rentrer chez moi. Peut-être je viendrai ou je t'appellerai demain. » Curtis ne répondit pas, il n'était pas habitué à ce que Martin montre de la persistance, surtout quand il se sentait mal. En rentrant chez lui, Angie essaya de rompre la relation avec son amant, mais elle ne fut pas très réussie. « Écoute salope, tu m'appartiens maintenant, tu feras ce que je dis, quand je le dis, si tu ne veux pas que ton mari sache ce que tu m'as fait à moi ou à lui. » Le calme dans sa voix déstabilisa Angie, elle était contente que cette conversation ait eu lieu par téléphone et non en face à face. « Et ne sois pas stupide, ne cherche pas à te précipiter à sa merci et à avouer, pas si tu veux qu'il reste en bonne santé. Mais Franck, je n'aurais pas dû être avec toi, c'était mal, et c'est insupportable que tu veuilles me partager avec tes amis, laisse-moi, supplia-t-elle. Salope, je ne vais plus coucher avec toi, maintenant tu travailles pour moi et tu coucheras avec n'importe qui, quand je le dirai. » Sa voix resta calme. « Maintenant arrête de pleurnicher ou je n'enverrai pas ton mari faible à Amsterdam et je le ferai regarder. » « Nilou, tu ne peux pas. » Angie fixa le téléphone après que Frankie eut raccroché, si elle regrettait auparavant son implication, maintenant qu'elle réalisait dans quoi elle s'était embarquée, elle était horrifiée pour elle-même et pour Martin. Lorsqu'elle entendit sa voiture arriver devant la maison, elle voulut mourir. Martin réfléchissait en conduisant chez lui, il eut une idée en quittant le bureau. Maintenant, il élaborait les détails de sa mise en œuvre. Il se gara devant la maison et resta un moment, passant en revue les derniers détails dans sa tête. Il sourit, c'était brillant dans sa simplicité avec une seule complexité, s'il fonctionnait il serait libre, sinon il devrait suivre le plan établi par le policier anonyme. Il entendit des pas dans l'escalier alors qu'il insérait la clé dans la serrure, en entrant il entendit la douche démarrer. « Ai-je raté la visite de Frankie ?» pensa-t-il. Il préparait du thé quand elle est descendue, il la regardait et a demandé, les yeux rouges, « Tu pleurais ?» « Non, » répondit-elle sèchement, « j'ai eu du savon dans les yeux. » En retard pour la douche, nota-t-il, sa voix ayant une pointe qu'il ne voulait pas montrer. « Je n'ai pas bien dormi, j'ai trop dormi, je viens de me lever. »« Pourquoi es-tu à la maison ?» répondit-elle. « J'ai vomi, je suis rentré malade, » dit-il, regardant autour de la pièce à la recherche de signes de visiteurs, ne trouvant rien. « Je pense que je vais aller m'allonger un moment. » Pendant qu'il parlait, il observait sa réaction, les signes de culpabilité qu'elle ne voulait pas qu'il voie le lit récemment utilisé. Il vit à la fois la culpabilité et la peur, un peu plus de l'amour qu'il ressentait autrefois s'échapper de son cœur. Il fut soulagé de constater que bien que le lit ne soit pas fait, il n'y avait aucun signe d'infidélité récente. Il redressa la couverture et s'allongea dessus. Il resta là pendant 1 heure environ, essayant de résoudre la seule difficulté de son plan. Tout était simple tant qu'il n'avait pas d'escorte, comme l'appelait le policier. Malgré tous ses efforts, il ne trouvait pas de solution. La seule chose à laquelle il pouvait penser nécessitait un changement par rapport à sa routine habituelle et il avait une excuse valable. Il battit des mains de joie et sauta du lit, sortant 2 valises et commençant à faire ses bagages. Après avoir fermé la 2e valise, il descendit vers sa femme, il vit qu'elle pleurait à nouveau. « Tu pleurais ma chère, c'était parce que je t'ai traité rudement la nuit dernière, n'est-ce pas ?» Reconnaissante pour l'excuse fournie, elle acquiesça. « Je pense que nous devrions partir quelques jours, lui dit-il. Essayez de nous comprendre,
Nous semblons tout faire de travers, quand je te veux, tu ne me veux pas et vice-versa. J'espère qu'après une courte pause nous retrouverons l'harmonie. » Ses yeux s'illuminèrent un instant, puis la peur revint. « Pour combien de temps ? Je vais appeler Charles dans 1 minute, s'il dit non. Alors nous partirons demain soir dès mon retour et nous rentrerons tard dimanche, ou je peux appeler et dire que je suis malade demain et nous pouvons partir tout de suite, mais s'il dit oui, j'essaierai de prendre toute la semaine prochaine. » Il lui laissa quelques secondes pour assimiler ses paroles. « C'est à toi de décider si nous prenons les 3 jours garantis ou si nous risquons d'obtenir les 10 jours complets, qui pourraient se résumer à seulement 2. » Elle savait que ce ne serait pas 10 jours, 7 au maximum, mais l'idée d'éviter la possibilité que Frank Grimard se pointe à sa porte en exigeant de coucher avec lui ou avec quelqu'un d'autre était pour elle trop séduisante. « Oui, oh oui, s'il te plaît, où allons-nous ? Décidons quand nous saurons combien de temps j'ai. » Il sourit. « J'ai préparé du thé plus tôt, je ne pense pas qu'il soit buvable encore. J'en ferai un nouveau, proposa-t-elle, en tendant la bouilloire. » Autour d'une tasse de thé, ils discutèrent, évoquant des destinations de voyage possibles et ce qu'ils aimeraient faire ou voir, se remémorant tous deux comment c'était entre eux, cachant tous deux leurs secrets et leurs projets. Martin attendit jusqu'à 4h30 avant d'appeler Charles Gizik. « Bonjour Charles, c'est Martin. Curtis a dit que tu étais rentré chez toi malade, est-ce que tu te sens mieux ? » « Un peu, je me sens toujours mal. Je pense qu'il vaut mieux prendre congé demain, mais je me demandais si je pouvais prendre la semaine prochaine. Angie et moi avons discuté et nous aimerions nous échapper quelques jours. » « D'accord. Laisse-moi vérifier avec Curtis pour m'assurer qu'il n'a pas de plan pour toi. » Martin entendit une conversation étouffée, apparemment Charles avait couvert le microphone. Après quelques minutes, Charles reprit la parole. « Nous avons besoin de toi de retour à la fin de la semaine prochaine, donc je te verrai jeudi. Au revoir. » Martin n'était jamais habitué à la façon dont Charles et Curtis terminaient les appels en disant simplement au revoir et en raccrochant sans laisser à l'autre personne la possibilité de répondre. Martin se tourna vers Angie, « Nous serons de retour mercredi. » Angie afficha un sourire, elle espérait trouver une solution à sa situation. « Je suppose que cela signifie que tu vas encore partir en Europe, suggéra-t-elle. Il n'a rien dit, a-t-il répondu, tous deux sachant que cela n'avait pas besoin d'être dit. Martin sortit les valises de la chambre et les mit dans le coffre. « Je ne savais pas que tu avais déjà fait tes valises, veux-tu partir tout de suite ?» demanda Angie. « Prêt quand tu l'es, répondit-il. Je vais juste aux toilettes. » Dès qu'elle fut hors de vue, il regarda dans son sac à main. Il prit son téléphone et le glissa sous la chaise, refermant son sac à main et l'emportant jusqu'à la voiture. En revenant à l'intérieur, il la rencontra à la porte. « As-tu vu mon sac à main ?» demanda-t-elle. « Oui, je viens de le mettre dans la voiture. »« Commençons correctement, » dit-il. Martin adorait conduire et faisait partie de ces personnes qui gardaient une carte en tête. Peut-être s'agissait-il de chiffres, il les gardait aussi en tête. Ils se dirigèrent vers le nord-ouest jusqu'à rejoindre là un Stratford. De là, ils se dirigèrent vers le nord pendant encore quelques heures avant de trouver un hôtel pour la nuit. La conversation était rare, tous deux réfléchissaient à leur situation. Angie ne pouvait penser qu'à une seule chose. Comment sortir de sa situation, espérant que son mari ne découvrirait rien. Ces derniers jours, elle avait soit retrouvé son amour pour lui, soit été retombée amoureuse de lui. Martin avait ses propres pensées, il était toujours en colère contre elle pour la trahison et le manque de respect flagrant dont elle avait fait preuve envers lui et il devait lui rendre l'appareil. Cependant, il ne voulait pas que la femme qu'il aimait soit utilisée comme une prostituée par l'homme qu'il détestait maintenant. La prochaine étape devait être la chapelle de Binrislin, un endroit qu'ils avaient visité il y a de nombreuses années avant que Dan Brown ne le rende célèbre. Ils étaient d'accord pour dire qu'elle était plus belle avec le toit restauré et la couverture protectrice qui la faisait ressembler à une grange hollandaise avait disparu. Plus tard dans l'après-midi, ils se dirigèrent vers Édimbourg. Martin ne fit pas attention quand l'indicateur de niveau d'huile s'alluma. Ils séjournèrent dans un hôtel à Édimbourg, déjeunèrent très tard et poursuivirent leur visite touristique. Ils visitèrent le château lors de la visite des fantômes avant de dîner tard à l'hôtel. Martin goûta à de nombreux types de whisky single malt et double malt. Tellement que Angie a dû appeler à l'aide pour l'amener à la chambre. Ils ont tout juste réussi à partir à temps avant 10h30 et Martin a insisté pour faire une autre promenade dans la ville.
Elle pensait que c'était pour se remettre, mais il avait d'autres projets. Il marchait et Angie regardait les œuvres dans la vitrine. Devant un salon de beauté cher, Martin lui a dit d'entrer et de voir s'il pouvait la prendre en charge. Il s'est avéré qu'il le pouvait. Pendant qu'elle se faisait coiffer, il est entré dans une succursale bancaire locale et a retiré une grosse somme. Il a également payé l'hébergement du mois sur lequel ils étaient tombés d'accord la veille. Il s'est acheté une tourte écossaise et une bouteille de soda avant de retrouver Angie. Ayant pris la voiture, ils ont repris la route vers le nord. Martin continuait d'ignorer le voyant d'huile et lorsqu'Angie a remarqué que le moteur faisait du bruit, il lui a assuré que tout allait bien. Ils étaient presque à la sortie 2 de la M90 lorsque le moteur a hurlé et s'est arrêté, libérant un nuage d'huile noire et fumante. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Angie a réalisé qu'elle n'avait pas de téléphone. Martin a appelé une dépanneuse pendant qu'ils attendaient les secours. Angie s'est plainte de ne pas avoir répondu au téléphone. Mais il est toujours dans ton sac à main. Es-tu sûr de ne pas l'avoir perdu quelque part? En plus, j'ai le mien. Tu peux l'utiliser si tu veux, a-t-il répondu. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de réseaux là où nous allons. Elle n'avait rien à dire, elle n'avait pas vraiment besoin de son téléphone, la seule fois où elle l'utilisait était pour parler à ses amis et quand on lui disait de se préparer car Franck était en route. La dépanneuse est arrivée et le chauffeur leur a informé que le moteur était sec, sans huile et bloqué. Martin était silencieusement impressionné qu'il ait tenu aussi longtemps après l'avoir bidouillé la première nuit. Peu importe, c'est une voiture de société, il lui a assuré alors qu'ils étaient emmenés dans un endroit adapté pour les réparations. Nous louerons une voiture et nous serons remboursés à notre retour. Moins de 4 heures plus tard, ils étaient de retour. Sur la M90, dans une Toyota Auris presque neuve. Après encore 3 heures, ils se sont arrêtés dans une petite ferme, ne voyant aucun autre signe de civilisation. Ils n'ont pas vu d'autres maisons pendant plus d'une demi-heure alors que Martin conduisait la voiture à travers le dédale de route. « Où sommes-nous » a-t-elle demandé. « Quelque part au milieu des Grands Pians, à au moins 20 miles du plus proche établissement, » a-t-il dit, en faisant le tour de la maison et en trouvant un tas de tourbes séchées. « Oui, c'est ici, » a-t-il dit. « Quoi ? La clé est d'aimer à quel point on se sent en sécurité ici, » a-t-il dit avec un sourire. « Tu as planifié ça sans me le dire comment ?» Il ne lui a pas répondu. Ils ont exploré la maison, la trouvant convenablement meublée mais encore spartiate par endroits. Ils étaient émerveillés par l'épaisseur des murs en pierre. Ils ont trouvé le garde-manger, le réfrigérateur et le congélateur bien approvisionnés, suffisamment pour 2 personnes pour durer 1 mois. Dans un endroit isolé, à part se promener et observer les étoiles, il y avait peu à faire à part se redécouvrir mutuellement. Au cours des jours suivants, c'est exactement ce qu'ils ont fait, faire l'amour. Le rappel sur le téléphone de Martin lui a indiqué que c'était mercredi matin. Éteignant le signal, il avala. C'était le moment de la confrontation, le moment de lui dire qu'il savait tout. Il prépara du thé et la porta dans la chambre où elle était allongée. « Ah, chérie, merci, murmura-t-elle. « Angie, je dois te dire quelque chose, » balbutia-t-il alors qu'elle le regardait. Voyant le malaise sur son visage, elle demanda « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?»« Je sais, Angie, » répondit-il. « Tu sais quoi, chérie ?» demanda-t-elle, sentant la peur dans son âme. « C'est ça, Angie, c'est ça. Que faisais-tu avec ce foutu salaud et qu'avait-il prévu pour toi ce week-end ?» Sa voix commença à trembler. « Et le pire, c'est ce que tu m'as fait. Mon Dieu, je suis tellement désolée. J'ai essayé de rompre avec lui, mais il a dit qu'il voulait que je reste. » Elle se recroquevilla sur le lit et pleura. « Je vais te laisser ici. Il ne pourra pas te retrouver. Tu as assez de nourriture. Je reviendrai après le week-end, peut-être dans quelques jours. À ce moment-là, tu devras décider si tu veux rester marié avec moi ou non. Pendant mon absence, écris une confession complète. Je veux savoir pourquoi, quoi et quand. Je la lirai quand je viendrai te chercher et alors je déciderai si je veux rester avec toi. » Il se tourna pour partir. S'approchant de la porte, il dit d'un ton sec, « Ne t'avise pas de partir. Tu te perdras et mourras. Au revoir. » Martin se leva et partit, la laissant pleurer sur le lit. En soirée, elle ne bougeait pas. Tandis qu'elle se blâmait, Martin roulait vers le sud. Dès que son téléphone captait un signal, il commençait à recevoir des messages. Il s'arrêta pour les vérifier.
L'un disait que sa voiture était réparée et prête à être récupérée. Deux étaient de ses frères, lui rappelant qu'il devait être de retour jeudi. Un de Curtis demandait comment il avait trouvé Eaton de Lynn. Martin sourit tout le long jusqu'à Dunfermline pour récupérer sa voiture. Maintenant, il savait qu'elle était équipée d'un traceur, donc il n'y aurait probablement pas d'escorte. Il récupéra sa voiture et paya les réparations avec sa carte de crédit. On lui dit que le carter d'huile était fissuré. Cela ressemblait presque à une action délibérée avec un cric. Le mécanicien lui dit alors qu'il transférait une valise et un sac lourd de la Toyota Auris dans sa voiture. Il rendit ensuite l'Auris à la société de location avant la fermeture. Un employé de la location le ramena à sa voiture après avoir payé à nouveau avec sa carte de crédit. Bientôt, il repartait vers le sud, ne s'arrêtant qu'une fois de plus au service pour une pause, un café et pour utiliser les toilettes. Il rentra chez lui un peu après 22h30, s'arrêtant au fish and chips du coin pour acheter du poisson et des frites pour le dîner. Il lava son dîner avec de la bière, alluma une cigarette et but une deuxième bière en dessert. Il froissa le papier dans lequel son dîner était emballé et se souvint du numéro de téléphone. Il fouilla sous la chaise et le trouva. Plusieurs appels manquaient de Charlotte, plus d'un numéro inconnu. Le numéro n'était pas familier à son téléphone mais l'était pour Martin. C'était le numéro qu'il appelait habituellement quelques heures avant son voyage en Europe, parfois la veille. Plusieurs autres étaient des appels de ses amis. Il y avait plusieurs messages de Charlotte, tout le monde demandait où elle était ou demandait de rappeler. Plusieurs autres venaient d'autres amis, tous posant la même question et un d'un numéro que ni son téléphone ni Martin ne reconnaissaient. Il disait « Faire frire 19 pour les invités, préparer le dîner sans porc. » Espèce de salaud, pensa-t-il avec colère. Puis il sourit, sachant qu'il avait ruiné ses plans, et se demanda s'il y avait un autre moyen de contrarier Frankie, maquilleur maudit. Il eut une idée et alla se coucher avec un sourire aux lèvres. Angie pleura du moment où Martin partit jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Maintenant, ses seuls compagnons étaient ses regrets et le désespoir. Martin se leva à 6 heures, 1 heure plus tôt que d'habitude et appela à 6h30. « Salut mon pote, j'espère ne pas être trop en avance, » dit Martin. « Salut mon pote, oui, tu es un peu en avance, 2 semaines je pense, » répondit la voix à l'autre bout. « Est-ce que quelqu'un doit être enlevé ?» Martin sourit à la blague de son ami et, comme toujours, se demanda quelle serait la réaction s'il disait oui. Non, pas encore, peut-être bientôt, mais pour l'instant je fais quelque chose pour les amis d'Angie. Quand puis-je en avoir ? Aujourd'hui, si tu veux, c'est habituel. Puis-je diable 2 gallons ? C'est vrai ? C'est vrai ? Puis-je, quand arriveras-tu ? Ce soir, peut-être un peu plus tard que d'habitude. C'est bon ? Bien sûr, à plus tard. Oui, mon pote, à ce soir. Martin raccrocha et alla se doucher. Il sortit à temps pour s'arrêter au magasin de bricolage en allant travailler. Il trouva ce dont il avait besoin et arriva au travail tôt, était heureux et le fit savoir à tout le monde. « Tu as l'air heureux aujourd'hui, Martin », remarqua Curtis en entrant dans le bureau de Martin. « Oui, Angie et moi avons passé quelques jours formidables, on n'était pas en très bons termes ces derniers temps, mais les choses semblent s'arranger. »« Merci de demander, » dit-il avec enthousiasme. « En fait, on part encore pour le week-end demain soir. »« C'est bien, » dit Curtis. « Tu as eu des nouvelles du maquilleur cette semaine ? » ?»« Non, pourquoi ? T'a-t-il dit quelque chose ? » ?»« Non. C'est dommage, je pourrais l'emmener avec moi, elle adorerait voir Amsterdam ou Bruxelles. » Curtis partit sans faire aucune de ses remarques condescendantes habituelles. 5 minutes plus tard, l'appel de Martin arriva. « Martin, j'ai besoin que tu ailles à Bruxelles demain matin. C'est un peu différent, après avoir fait une livraison régulière, tu dois rester le week-end et livrer le colis lundi. J'ai bien peur que cela soit très secret, donc ne prends pas ta femme avec toi pour un week-end coquin, d'accord ? Dit la voix à l'autre bout, ne laissant pas la chance d'interrompre. Oui, monsieur Grimard, est-ce l'heure et le lieu habituel pour la prise en charge ici ? Demanda Martin. Non. Peux-tu venir me chercher tôt, à 6 heures du matin ? On te donnera des détails sur une autre tâche. Monsieur Grace Grimard dit et raccrocha. Martin regarda le combiné alors qu'il sonnait de nouveau. La rudesse de Grimm l'irritait toujours après toutes ces années. Je me demande si les invités de demain sont mes patrons. En tout cas,
Peu importe qui ils sont, ils seront mécontents 5 minutes après être entrés chez lui. Sans raccrocher, il a réservé une voiture pour le 0915 Eurostar de Folkestone. Ensuite, j'ai commencé à chercher un bébé bon marché pour un séjour de week-end. Il a quitté le travail tôt, à 4 heures, se dirigeant vers un grand magasin de jouets. De là, il est allé chez Graham, un éleveur de porcs. Après avoir terminé ses affaires avec Graham, il a chargé 2 gallons de sang de porc dans le coffre de sa voiture et a pris une route de campagne pour retourner à l'autoroute. À mi-chemin de la route, les phares de Martin ont révélé une voiture sans feux allumés, stationnée en travers de la route. Martin avait peur, la sueur coulait à flots. Il s'est approché lentement, essayant de voir s'il pouvait passer. Il n'y avait pas moyen. Martin a regardé pour voir s'il y avait quelqu'un dans la voiture, elle semblait vide. Maudissant tout ce qui existe, il a mis la voiture en marche arrière quand soudain sa portière s'est ouverte brusquement. « Monsieur Stein, nous nous reverrons. » Bien que Martin n'ait vu qu'une silhouette, la voix lui était familière. « Inspecteur » s'exclama-t-il avec soulagement. « Désolé pour tout ce jeu d'espionnage, mais nous avons remarqué quelque chose l'autre jour. Il y a maintenant plus de micros chez vous et au bureau que nous en avons installés. » dit l'inspecteur. « Et la voiture ?» demanda Martin. « Nous l'avons vérifiée pendant sa réparation, elle a un traceur, mais rien d'autre. »« Au fait, qu'avez-vous fait de votre femme ?» demanda le policier. « Elle se repose en Écosse, réfléchissant à ses erreurs. J'espérais que vous enverriez quelqu'un la retrouver après que sois décédé. » répondit Martin. « Elle a suffisamment de provisions pour au moins 2 semaines, peut-être plus d'1 mois. Elle est en sécurité là où elle se trouve maintenant. Vous êtes une bonne personne, meilleure que moi, admit l'inspecteur. Demain, vous prendrez la 16 et le 40 jusqu'à Neustadt-Astro à Saint-Piotr-ce-Lieu, en Belgique. Sortie 18, Ruysbroek de l'E19. À un moment donné, vous serez arrêté et il y aura un accident tragique, d'accord ? Les noms français et belges roulaient sur la langue de l'inspecteur comme s'il était natif des 2 pays. Martin hocha la tête en signe d'accord. Je pense que quelqu'un va cambrioler ma maison demain. Pourriez-vous vous assurer que les intrus soient arrêtés ? Pour une raison quelconque, je pense que le cambriolage se produira un peu après 7 heures. Demanda Martin avec hésitation. N'envoyez pas vos hommes tant qu'ils n'entendent pas un grand bruit. Pas de problème. À bientôt de l'autre côté, dit l'inspecteur en retournant à sa voiture. L'inspecteur s'est retiré pour que Martin puisse passer. Il était confiant dans le succès de la réunion. Lorsque Martin est rentré chez lui, il a sorti ses achats et a commencé à préparer une surprise pour les invités de sa femme. Puis il a déroulé un tube en plastique léger. En connectant une extrémité au compresseur dans le garage, il l'a fait passer par la bouche d'aération de la cuisine jusqu'au salon. Il a ensuite installé un interrupteur qui se déclencherait lorsque la porte d'entrée s'ouvrirait. Il a testé l'installation plusieurs fois avec des essais avant d'ajouter les touches finales et d'aller se coucher. Il s'est réveillé à 5 heures du matin à son réveil, s'est habillé et, après une tasse de café, a terminé les préparatifs finaux pour son plan. Après avoir vérifié une nouvelle fois que tout était en place, il a donné un coup de pied dans la porte d'entrée, cassant la serrure. Coinçant la porte de l'intérieur, il a posé un piège et est sorti par la porte arrière. Il est allé chercher le colis. À 8h30, il était en ligne pour monter dans le train. Il a sorti le téléphone de sa femme et a envoyé un message avec le texte « pourrait avoir besoin de sortir pendant une demi-heure », puis a retiré la batterie. 15 minutes plus tard, il était assis dans une voiture dans l'une des voitures de l'Eurostar. Il a vérifié que personne ne regardait et a pris la valise du sol à côté de lui. S'il a raison, c'est l'une des 4 valises identiques, dont il connaissait déjà les combinaisons de ses précédents voyages. C'était ainsi qu'il tuait le temps lors de longues traversées. À la 3e tentative, les serrures ont cédé et la valise s'est ouverte. Martin a pris une grande inspiration avant d'ouvrir chaque serrure, puis a vérifié à nouveau s'il y avait quelqu'un qui regardait. À l'intérieur, il a trouvé le sac attendu, l'a sorti et a refermé la valise. Transpirant abondamment, il a de nouveau regardé autour de lui avant de remettre la valise par terre. Il a attendu que ses mains arrêtent de trembler avant d'ouvrir son sac. Soupirant, il a sorti son portefeuille. De sa veste, il a sorti un petit paquet en aluminium. Un par un, Martin a transféré le contenu du sac dans un autre sac,
puis a fait un nœud et a avalé le sac. Un peu plus d'une heure après être monté dans le train, il en est descendu. 20 minutes plus tard, il a passé la douane et s'est dirigé vers la Belgique en empruntant la 16. Environ 2 heures plus tard, il a été arrêté. Monsieur Vett, vite. L'homme à l'accent français a dit avec urgence, le tirant presque hors de la voiture et le poussant dans une fourgonnette en attente. Martin a été jeté de côté et la fourgonnette a rapidement démarré. Il a estimé qu'il n'avait pas parcouru plus de 200 mètres lorsqu'il a entendu le bruit sourd d'une voiture, heurtant quelque chose de lourd et 30 secondes plus tard, une explosion lointaine de carburant. Seigneur, vive la mort! Le Français a souri, emplissant l'air de l'odeur de l'ail. Le trajet de Martin s'est déroulé sans encombre, à l'exception de 2 changements de voiture, tous 2 en cachette. Les autres passagers n'ont pas cherché à engager la conversation. Un peu plus de 3 heures plus tard, on l'a poussé à travers une porte dans une ruelle. Il ne savait pas où il se trouvait. On l'a poussé vers les escaliers, il les a grimpés docilement. En haut, il y avait une porte qui s'est ouverte dès qu'il s'en est approché. Entre, Martin, une voix familière l'a salué. Martin est resté silencieux, stupéfait par les événements qui lui étaient arrivés depuis l'arrêt. Vous avez été arrêté pour un contrôle de routine, l'un de vos feux de freinage ne fonctionnait pas, malheureusement vous êtes décédé suite à une collision avec un camion, ma voiture volée. Votre corps ne peut être identifié que par l'ADN et les empreintes dentaires, c'est dommage mais votre femme est désormais veuve. La voix était empreinte de fierté. Martin est resté silencieux, réalisant seulement maintenant que sa vie d'avant était terminée, tout ce qu'il connaissait avant ce matin avait disparu. On a frappé à la porte, un homme est entré, a dit quelque chose à l'inspecteur et est parti. On dirait que nous sommes arrivés à temps, la valise que tu as récupérée ce matin était vide, rien de valeur. Nous avons également appris qu'il y avait une commande pour toi, nous ne nous attendions pas à te revoir. Martin était choqué. Tu dis que si tu n'étais pas déjà mort, tu le serais bientôt. L'inspecteur a confirmé. Le visage de Martin est devenu pâle et il s'est mis à trembler. L'inspecteur a sorti la flasque de sa poche et, en dévissant le bouchon, l'a tendue à Martin. Tiens, prends-la. Martin a humé et pris une longue gorgée de cognac. La chaleur s'est répandue de ma bouche à ma poitrine, aidant à étouffer le choc d'entendre la nouvelle. En lui, il était content qu'il pensait que la valise était vide quand il est parti. Sa dévotion envers Angie lui donnait envie de l'emmener avec lui, mais sa colère voulait qu'elle souffre. Il était déchiré, souhaitant que les 2 scénarios se réalisent. Non, en fait, il ne voulait que rien de tout cela n'arrive. Il a finalement conclu qu'elle souffrirait en pleurant sa mort, se blâmant peut-être elle-même ou son amant. Ce sera sa punition et cela devrait suffire. Martin s'est vu remettre un dossier et on lui a dit que c'était sa nouvelle vie, il l'a juste regardé. Tu devrais apprendre la plupart, sinon tout, dans ce dossier, a dit l'officier. Il a ensuite expliqué à Martin plusieurs fois ce qui se passerait au cours des prochaines semaines avant qu'il ne soit transporté vers sa nouvelle vie. Puis il a sorti son ordinateur portable. J'ai pensé que tu voudrais garder un œil sur ta vieille maison, il est presque 7 heures du soir heure locale. Martin a sorti le téléphone de sa femme et a inséré la batterie. L'écran de l'ordinateur portable a clignoté, l'inspecteur a fait quelques clics et plusieurs fenêtres sont apparues sur l'écran, chacune montrant une vue différente de l'intérieur ou de l'extérieur de l'ancienne maison de Martin. Une Bentley noire s'est arrêtée à l'une des fenêtres et 4 hommes en sont sortis. Frank, Curtis et 2 personnes inconnues. Des hommes noirs. Ils se sont dirigés vers la porte, disparaissant du bas de l'écran. Martin a cliqué sur la fenêtre montrant sa porte d'entrée de l'intérieur. Il a entendu sonner à la porte et a vu des ombres à travers le verre. La porte s'est ouverte et Martin a entendu un bourdonnement familier, ce qui l'a fait sourire. Il a entendu Frank dire quelque chose dans une langue inconnue, probablement la langue maternelle de sa famille du Sénégal. Il a entendu Curtis dire « Mince Frank, tu ne connais pas ta force, tu as cassé la porte. » « Non, ce n'est pas moi, mec, a répondu Frank. Cette garce devrait être là, elle n'a pas répondu à son téléphone de toute la journée. Nous lui ferons payer plus tard, allons-y. Frank les a conduits au salon, ignorant le léger bourdonnement venant du garage. Ils sont entrés dans le salon et l'appareil de surveillance électronique a basculé vers une autre vue. Les 3 hommes noirs se sont assis et Curtis est allé vers les boissons sur la table.
Comment ils ont tous échoué à remarquer la boule orange qui s'agrandissait dans le coin, près de la porte, restera l'un des mystères non résolus de la vie. Curtis l'a remarqué en premier en apportant des boissons à ses camarades africains. Qu'est-ce que c'est? Bang! C'était une explosion très forte. Quiconque à l'extérieur de la maison aurait pensé à un coup de feu ou à une explosion. C'était tout ce que Martin voulait. Le ballon, déjà rempli de 2 gallons de sang de porc, a été gonflé d'air jusqu'à ce qu'il éclate, couvrant tout le monde dans la maison et le salon d'un liquide rouge. Curtis était loin d'être heureux, mais les 3 musulmans ont maudit tous les hommes blancs jamais nés. Martin a envoyé un message à Frank depuis le téléphone de sa femme, sang de porc. Si Frank était en colère avant de lire le message, il était furieux après l'avoir lu. Il a crié quelque chose d'incompréhensible, puis la porte s'est rouverte et 6 policiers armés ont foncé, les ont tous les 4 jetés au sol sous la menace d'une arme et les ont arrêtés. Tant Martin que son compagnon riaient aux éclats en regardant la scène se dérouler à l'écran. « Qu'est-ce que c'est » demanda le policier. « Du sang de porc, joli coup n'est-ce pas? Ah ah, si tu n'étais pas déjà mort, il t'aurait certainement tué à présent. Ah ah, ah ah, il pensera que c'est ma femme. Ah ah, et je pensais que tu la laissais partir trop facilement. Ah ah. » La pensée transperça Martin comme un couteau. Si Frank pense qu'Angie est coupable, il fera tout pour se venger. Elle est aussi morte que lui. Cette prise de conscience assombrit son humeur et il perdit l'envie de rire. Je n'ai pas réfléchi à tout cela. Je ne veux pas qu'elle soit blessée. Sa voix était presque suppliante en réalisant les possibles conséquences de sa plaisanterie. Peu importe. Il n'y a rien que nous puissions faire pour l'aider, dit l'inspecteur. Nous ne pouvons pas ou nous ne voulons pas, demanda Martin, le fixant d'un regard froid. Je ne pourrais peut-être pas témoigner. Le regard qu'il reçut en retour fit comprendre à Martin qu'il n'avait aucun levier pour le moment. La réalité que lui et sa femme étaient emprisonnés, même pour leur protection, mais emprisonnés néanmoins, lui apparut. À plusieurs centaines de kilomètres de là, Angie était occupée à réfléchir, écrire, rayer, réviser et réécrire sa confession. À mon cher mari, je suis désolé pour ce que j'ai fait à Frank. Maquilleur est avec toi. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis désolé et comment je peux te demander de me pardonner. Comme tu l'as probablement déjà deviné, tout cela est à cause de Charlotte. Il y a environ 1 an, alors que tu étais absent, Charlotte m'a dit qu'elle était en double rendez-vous avec Marie et Frank et un autre homme. Elle a dit que Marie ne pourrait pas venir et m'a demandé de la remplacer. J'ai dit non, mais elle m'a assuré qu'il ne se passerait rien de sexuel et comme une idiote, je l'ai cru. Le rendez-vous était un dîner et de la danse et j'ai fini par être en couple avec Frank. Je ne sais pas comment nous nous sommes retrouvés du club dans son lit. J'ai essayé de comprendre pendant des semaines après la première fois et encore depuis que tu m'as quitté ici. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas l'expliquer. Je dois admettre que je l'ai trouvé attirant dès le premier instant où je l'ai vu. Il y a quelque chose en lui. Je ne peux pas l'expliquer, mais même toi tu dois admettre qu'il a un charisme fort, mais il était trop difficile à refuser. Je me sentais coupable de te trahir. La prochaine fois que tu étais absent, Charlotte a dit qu'il voulait me revoir. Je lui ai dit non, honnêtement, tu dois me croire. Il est venu chez nous tard dans la nuit sans invitation. Je ne voulais pas le laisser entrer. Il a dit qu'il voulait juste parler de ce qui s'était passé la dernière fois, alors je l'ai invité à boire un verre et à discuter. Juste parler, honnêtement. C'était la seule raison pour laquelle je l'ai laissé entrer. Je n'aurais pas dû faire ça. Peut-être aurions-nous pu sauver notre relation. C'était la première nuit où je lui ai permis de faire ça à la maison, la première nuit où il a profané notre lit conjugal. Quand il est parti, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. La fois suivante où tu étais absent, la même chose s'est produite. J'aimerais pouvoir dire que j'aurais souhaité que ce soit toi, mais à ce moment-là, j'étais amoureuse de lui. Maintenant que je suis confrontée à ma luxure, à mon manque de respect et à la façon dont je t'ai traité comme un objet, je réalise que je ne pourrais pas être plus désolée pour ce que j'ai fait. Je suis désolée, mon bien-aimé, mais être amoureuse ne décrit pas ce que j'ai ressenti, les désirs qu'il a éveillés en moi. Je suis désolée, mon amour, mais pendant un moment j'ai été fascinée par cette idée. Ensemble, nous avons imaginé des choses dégoûtantes que j'ai faites avec ta nourriture, et j'en ai très honte, mais je suppose que c'était mon idée. Je suis désolée, mais j'ai été emportée par lui, fascinée par sa force, son pouvoir. Maintenant que je relis ce que j'ai écrit,
je suis encore plus dégoûté de moi-même qu'avant. Je comprends qu'il n'y a aucun moyen pour que tu me pardonnes pour ce que je t'ai fait. Comment pourrais-tu me pardonner si je ne peux pas me pardonner moi-même? Je n'ai pas le droit de te demander pardon, et tu ne devrais même pas envisager une telle possibilité. S'il y a un enfer, j'y brûlerai pour l'éternité. Adieu, mon amour. Angie. Elle a plié la lettre et l'a posée sur la table, la recouvrant de son sac à main. Pendant une semaine, Martin s'est enfermé dans un petit appartement, mangeant des plats préparés, passant son temps à remettre en question sa connaissance des affaires de Grimm ou à se préparer pour son nouveau procès et sa nouvelle vie en tant qu'Eric Williams. Presque chaque jour, il devait rincer et avaler ce précieux sachet. Une semaine plus tard, il a été transféré dans un endroit plus confortable et isolé, et une fois installé, Gray lui rendit visite. Eric a immédiatement réalisé que quelque chose n'allait pas dès que Gray est entré dans le cottage. Ses deux gardes sont partis. Gray l'a regardé, tristesse dans les yeux. « Martin, Eric, j'ai des nouvelles, et ce n'est pas bon. Nous avons envoyé quelqu'un chercher votre femme. Il n'y a pas de manière facile de le dire, elle s'est ôté la vie. » Eric s'est effondré au sol en état de choc et a commencé à pleurer. Gray l'a regardé, se sentant impuissant. Il voulait dire quelque chose, mais il n'y avait pas de mots. La seule chose qui lui est venue à l'esprit était le standard et insincère « Désolé pour votre perte », souvent entendu dans les séries criminelles américaines. Finalement, il a réussi à dire « Tu ne devrais pas te blâmer ». Eric l'a regardé, le visage rouge de colère. « Me blâmer? Pourquoi crois-tu que je ferais ça? Je blâme ce foutu salaud et cette trompeuse que j'ai épousée. Me blâmer n'est pas mon intention. Honnêtement, d'une certaine manière je suis soulagé, mais cela ne signifie pas que je ne suis pas désolé. Bon sang, j'ai aimé cette garce pendant longtemps. » Gray l'a observé et, sortant une flasque de sa poche, l'a tendue à Eric. « J'ai 2 autres bouteilles dans la voiture. Zut, tu les as probablement volées chez moi. Apporte-les ici. J'ai besoin d'un verre, » s'exclama Eric. « Eric, il y avait une note pour toi. J'en ai une copie. Je pense que tu voudrais la lire. Je ne suis pas sûr que cela t'aidera. » Gray sortit un morceau de papier plié de sa veste et le tendit à Eric. Eric regarda le papier, hésitant s'il voulait lire son dernier adieu. Il hocha la tête, plus pour lui-même que pour l'inspecteur, avant de le prendre de la main tendue. Gray le regarda ouvrir la lettre, puis la laissa pour qu'il puisse la lire en privé. Il s'arrêta à la porte et le regarda avant de sortir et d'aller chercher son verre dans la voiture. « Salvache, cette garce m'a fait ça et a pris la voie facile. Maintenant je regrette de ne pas l'avoir laissé souffrir. » Ce furent ses paroles, mais au fond de lui, il les regrettait. Il regrettait de l'avoir laissée seule là-bas. Il regrettait d'être dans une situation qui lui permettait de devenir une cible si facile. Il regrettait toute la situation. Mais surtout, il regrettait maintenant de ne plus jamais pouvoir la serrer dans ses bras. Lui et Gray ont bu ensemble. Eric a parlé de sa vie en tant que Martin, des premiers jours heureux avec Angie. Gray a finalement prononcé son nom. L'humeur d'Eric changeait constamment. À un moment donné, il devint si sombre que Gray commença à craindre s'il pourrait le ramener. Puis il se souvint que, autant qu'il sache, personne n'avait encore informé Eric des conséquences de son piège. « Tu sais, cette surprise que tu as laissée pour le bon vieux François et ses amis. » Gray dit cela en étant récompensé par un sourire sur le visage mouillé de larmes devant lui. « Eh bien, ces musulmans n'aiment rien avoir à faire avec les cochons, le harem, je crois que ça s'appelle. Ces 2 gars du Sénégal sont assez religieux et c'est un peu une question épineuse de savoir si nous devrions les laisser prendre une douche. Certains pourraient dire que nous leur avons dit que nous ne les laisserions pas prendre une douche à moins qu'ils ne parlent. D'autres pourraient dire que nous leur avons offert une douche s'ils parlaient. La version officielle dit qu'ils ont parlé joyeusement sans avocat et ont chanté comme des rossignols. Nous devrions pouvoir mettre Monsieur Maquilleur derrière les barreaux pendant longtemps sur la base de leurs aveux. Frère Skizik a également été très utile. Tu n'auras probablement même pas à témoigner. » Il laissa les mots pénétrer. Cela nous a donné des motifs pour obtenir des mandats de perquisition pour fouiller leurs locaux et les siens. Il semble que vos patrons, frère Skizik, avaient des livres codés et que Monsieur François Grimard avait la clé. Entre eux, nous avons pu accéder à tous ces dossiers. Beaucoup de gens iront en procès. Ton petit acte de vengeance a porté ses fruits.
Tu nous as aidés plus que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Eric sourit à la nouvelle. Il n'avait pas hâte d'aller au tribunal et de faire savoir à Frank qu'il était en vie. Je suis en colère contre ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait et toute cette maudite situation pourrie, explosa Eric. Je suis en colère qu'elle ne puisse pas être punie pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle m'a fait. Je suis en colère qu'elle soit morte et en colère qu'elle ne soit pas ici avec moi et que je sois mort. Que diable suis-je censé faire maintenant? Un mort n'a pas d'amis, pas de famille, personne. Je suis complètement seul. Il sanglotait, les larmes coulaient à nouveau en abondance. Gray le regarda, se sentant impuissant, inadéquat et inutile. Il sentit ses yeux se remplir de larmes de compassion. « Tu vas recevoir du soutien » proposa-t-il, réalisant à quel point cela sonnait banal. « Waouh, voilà. Eh bien, alors tout va bien, n'est-ce pas ?» répondit Eric sarcastiquement. L'inspecteur Gray ne dit rien. Il savait qu'il en avait trop dit, probablement parce qu'il avait trop bu. Il regarda les bouteilles. L'une était vide, l'autre presque vide. « C'est de ta faute si elle est morte. Tu m'as entraîné là-dedans, hurla-t-il. Gray dit quelque chose aux gardes en français et, remettant Eric sur sa chaise, ils retournèrent à leur place. « Désolé, je n'aurais pas dû te blâmer, » dit Eric, reprenant ses esprits. « Ce n'est pas grave, je comprends. Les dernières semaines n'ont pas dû être faciles, » dit Gray sincèrement. Il ne pouvait pas imaginer ce que ce pauvre homme ressentait. Il connaissait les faits, mais savoir les faits ne pouvait expliquer la confusion des émotions qu'il devait traverser. « Et si on terminait cela et qu'on allait se coucher » suggéra Gray. Eric ne dit rien et, trouvant un verre renversé par terre, le tendit à Gray. Gray lui versa une grosse portion, puis vida la bouteille dans son verre, le ramassant et disant « Voilà pour une nouvelle et meilleure vie. »« À une nouvelle vie » répondit Eric, levant son verre. Les funérailles de Martin furent discrètes, avec seulement quelques personnes en deuil présentes. Celles d'Angie furent encore plus déprimantes, même son amie Charlotte n'a pas jugé bon d'y assister. Eric aurait voulu, mais il n'en fut pas avisé. Eric Williams s'installa à Gloucester le samedi suivant les funérailles et commença à travailler comme opérateur de saisie de données un peu plus d'une semaine plus tard. François Grimard fut condamné à 80 ans pour chacun des crimes. Toutes les peines furent prononcées consécutivement, il ne reverra plus la liberté. Curtis reçut un total de 70 ans. Charles reçut 47 ans. Beaucoup des employés de Grimm furent condamnés, la plupart furent détenus avec des peines allant de 2 à 18 ans. Charlotte reçut 5 ans pour proxénétisme et recel de produits illicites. Eric travailla comme opérateur de saisie de données jusqu'à ce qu'il soit sûr de ne pas être surveillé par Interpol ou la police britannique. Il resta sur ses gardes jusqu'à être certain de n'avoir pas été surveillé pendant plus d'1 an. Prenant 2 semaines de vacances, il voyagea en Europe, pour des raisons inconnues, s'arrêtant à Bruxelles seulement quelques heures. Quelques mois plus tard, il prit sa retraite et déménagea en Algarve. Si quelqu'un lui demandait un jour d'où venait sa richesse, son histoire serait qu'il était un bon investisseur. N'allez même pas penser à écouter la prochaine.